En toute liberté. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité toujours renouvelée au programme de Yoliba TV News. Toutes nos excuses pour ces légers retards. Bienvenue dans votre émission En toute liberté. En toute liberté, c'est votre tribune qui donne la parole aux acteurs politiques, mais aussi aux acteurs de la société civile. Objectif, faire bouger les lignes et faire vivre notre jeune démocratie. À Yoliba TV News, nous ferons le serment de faire la télé en libéralisant la parole publique, mais aussi d'œuvrer au quotidien pour une information plurielle au service citoyen et de la démocratie. Mesdames, Messieurs, ce soir, nous allons parler de diplomatie, notre thème. Et quelle diplomatie pour le Mali? Et pour en parler, nous recevons pour vous un diplomate, un ancien ambassadeur du Mali en Turquie sous le magistère du président Ibeka. Il a été aussi conseiller diplomatique sous différents présidents. D'abord le président Amadou Toumani Touré, ensuite John Kounda Traoré sous la transition de 2012 et puis dans un premier temps avec le président Ibrahim Boubacar Keïta. Et il est aussi le fils d'un célèbre général, le général Abdoulaye Soumaré. Notre invité, mesdames, messieurs, vous l'aurez compris, Excellence Ibrahim Soumaré. Excellence, bonsoir. Bonsoir, tout le plaisir d'être là. Merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Oui, votre état d'esprit, c'est bon? Très bon, très bon. On va parler ce soir de diplomatie, un terrain que vous connaissez très bien. Donc, je rappelle que vous êtes spécialiste de questions des relations internationales, de géostratégie. Voilà. Exact. Donc, dans un premier temps, nous allons faire passer défiler 2 à 3 images, des photos que vous allez commenter vous-même dans une petite rubrique qu'on a intitulée sur les traces de l'invité. C'est habit pédagogique, puisque Yoliba TV News est à l'international dans 44 pays. Donc c'est habit pédagogique. On le fait très souvent ici. C'est pour que les téléspectateurs africains, non maliens, comprennent un peu le cheminement de notre invité, son parcours, sa vision, ses idées. Sinon, les Maliens, vous connaissez bien, Excellence Ibrahim Soumaré. Et après, dans un second temps, nous allons aborder notre thème. Voilà, quelle diplomatie pour le Mali en lien avec des questions d'actualité. Et après, dans la dernière rubrique de l'émission, nous allons donner la parole aux téléspectateurs pour 2 ou 3 questions qu'on a appelées questions directes. Très bien. Le tout fait 1 heure d'antenne. C'est bon pour vous le format, Excellence? Oh là là, il est très riche. Donc on va tout de suite passer avec votre permission, la permission de la réalisation générique sur les traces de l'invité. Oui, le générique, c'était le générique sur les traces de l'invité. Nous allons regarder une première image. Ah oui. Souvenir. Alors là c'est au sommet ministériel de l'OCI et ça s'est tenu en 2017 et je représentais donc le département, le ministre des Affaires étrangères. Alors comme vous savez, dans cette période-là, c'est la Turquie qui était président du conseil de l'OCI, de l'organisation de l'OCI, et le siège vraiment comme c'est en Arabie Saoudite, mais comme s'il y avait la présidence turque, alors toutes les réunions dans cette période-là de sa présidence se faisaient à Istanbul en général. Okay. Voilà. Nous allons regarder une deuxième image. Là, c'est à la porte de l'ambassade du Mali en Turquie, lors de l'inauguration. Voilà, on a inauguré l'ambassade le 2 février 2015. C'était lors de la visite d'État que le président Ibrahim Boubacar Keïta a fait en Turquie. Alors ça c'est un bon souvenir pour moi parce que j'ai présenté mes lettres de créance en juin 2014
et j'ai réussi à faire la visite d'État pour le 2 février 2015. Donc le président en visite d'État. Ouais. Alors c'est très important. Oui. Alors je crois que ça a été sa première visite d'État de son septennat, parce qu'après la Turquie, il aura, je crois, une visite d'État que les Français vont organiser. Okay. Donc c'est un très bon souvenir. Okay. C'est l'inauguration de l'ambassade. La première ambassade du Mali en Turquie, donc j'ai eu l'honneur d'ouvrir l'ambassade. Voilà, c'est ça. On va regarder une troisième image. Alors, cette image-là, ça c'est vraiment dans la vie sociale, la vie ici au Mali, et ça me rappelle un peu mon séjour dans le foyer de Vitry. Parce que moi, j'ai fait mes études en étant en habitant dans un foyer de travailleurs immigrés. Ce foyer soninké de Vitry, dont j'étais membre même du comité des délégués. Et dans ce cadre-là, j'ai eu la chance d'être parmi les premiers représentants des travailleurs maliens de France à toutes sortes de réunions ici à Bamako. Alors ça, je vous parle des années 90, 80, hein, ça ne rajeunit pas. Alors j'étais étudiant, mais je n'habitais pas à la cité universitaire. J'habitais au fameux foyer de Vitry où il y a eu le fameux bulldozer en 1979, 1980, en décembre. Avec le Parti communiste, quoi. Oui. Voilà. Oui, déjà comme conseiller diplomatique de différents présidents de ATT, en passant par Yonkonda et Beka, déjà, est-ce qu'il y a des souvenirs qui vous viennent à l'esprit? Alors, il y a beaucoup de souvenirs. D'abord, le premier souvenir, c'est cet honneur que feu Amadou Toumani Touré m'a fait de me prendre à ses côtés à Koulouba. Me mettre le pied à l'étrier. Alors ça, c'était en 2008. Et c'était la période assez importante où son discours était inaudible au niveau de la sous-région. C'était la conférence sahélo-sahélienne qui, je crois que si elle avait été mise en place avec les pays du front, je crois qu'on n'aurait pas eu à nous divertir avec le G5 Sahel. Parce que ça préfigurait, il avait la conscience aiguë que la lutte contre ce qu'on appelle le terrorisme, qui est en mode opératoire, hein, le terrorisme ne signifie rien, hein, c'est en mode opératoire. Alors pour lui, la lutte ne pouvait se faire pas seulement du point de vue militaire, mais il fallait y ajouter un volet de développement économique. Voilà, donc il avait une vision. Alors ça, c'est un bon souvenir que j'ai retenu. L'autre souvenir, je voulais un peu dire, c'était vraiment avec le président Dioncounda Traoré, avec qui j'ai eu le grand honneur de travailler dans une période extrêmement compliquée. Ce n'est pas un dîner de gala, Koulouba, par moment. Par moment, c'est assez fort comme émotion. Et en réalité, ce que j'ai retenu de Koulouba, c'est ça, parce que je vous fais un peu l'économie des événements du 22 mars 2012 que j'ai vécu avec le président Amadou Toumani Touré, mais vécu, hein, vécu hein, jusqu'à la fin. Et j'ai eu aussi, malheureusement, la même expérience avec Dioncounda Traoré lorsqu'il y a eu les événements malheureux qu'il a su pardonner, parce que étant lui-même breveté de parachutiste et étant le fils d'un de nos officiers fondateurs de cette armée malienne, ça ne m'étonne pas de son grand cœur. Alors, j'ai retenu de lui cette capacité d'écoute dans une simplicité et dans une compréhension rapide et simple de la situation politique que nous traversons dans cette période. Alors, l'autre souvenir maintenant, c'est avec Ibrahima Boubacar Keïta, parce que, vous savez, il y a eu l'ouverture de cette ambassade, je vous ai parlé de la visite, mais il y a autre chose aussi qui a été extraordinaire, c'est, moi qui m'intéresse un peu aux questions militaires, lorsque j'étais jeune, j'étais souvent à la maison des anciens combattants. C'était l'Office des anciens combattants d'Afrique et du Togo, mais c'est à Dakar. Et j'avais rencontré des vieux qui me parlaient de la bataille des Dardanelles, la bataille de Tchadan-Calais. J'ai jamais imaginé que j'allais être ambassadeur, et j'allais être l'ambassadeur qui allait faire venir le président du Mali, le président du Sénégal,
c'était l'ambassadeur de la Fédération du Mali tout d'un coup, et le président du Niger, au cimetière français des Dardanelles, où reposent pour l'éternité nos pères des Diarra, des Keïta. Il y en avait une cinquantaine couchés là, qui ont donné leur vie pour la France. Et ça, c'est le 25 avril 1915. Alors, je n'ai jamais pensé que j'aurais eu l'occasion de faire ce pèlerinage. Et ceux qui m'en parlaient, d'ailleurs, ont tous quitté ce monde. Alors, ça, c'est un souvenir que je garde de la Turquie. Ok, mais déjà, la diplomatie, hein, vous êtes fils d'un célèbre général, je le disais en introduction, le général Abdoulaye Soumaré, qui est fondateur, hein, avec Modibo Keïta, de la création de l'armée malienne, hein, de la fondation de l'armée malienne. Mais déjà, vous, le fils du célèbre général Abdoulaye Soumaré, comment vous avez choisi, hein, une autre voie et non celle tracée par votre papa? Bon, alors c'est les circonstances. Je crois que... il ne voulait plus de militaires après lui, non? Bon, j'ai même pas eu la chance d'avoir ce genre d'échange avec lui. Mais j'avoue que j'étais plutôt porté, d'abord, le mouvement de gauche étudiantin, c'était une période assez sensible, et probablement, je n'avais pas eu cette opportunité de faire une carrière militaire, chose que je voulais durant mon adolescence. Bon, mais les circonstances ont fait que pour me rattraper, donc il y a la diplomatie. Le militaire ne va jamais sans le diplomate. Ok, donc, le militaire ne va jamais sans le diplomate. Mais déjà, votre père, Abdoulaye Soumaré, fait Abdoulaye Soumaré, quel souvenir, hein, gardez-vous, hein, de votre père Abdoulaye Soumaré? Le souvenir que je garde de lui quand même, c'est chaque matin, vers 6 heures du matin, tout le gouvernement du Mali, à commencer par le président Modibo Keïta, chaque matin que Dieu faisait. Lorsque Modibo finissait de dire bonjour à sa maman et à son papa, il venait au ministère de la Défense qui était son domicile et ils faisaient tous du sport. Il y avait tous les ministres du gouvernement. Donc, ils faisaient de l'éducation. Alors ça m'est resté de voir des grandes personnalités, surtout le président Modibo avec sa longueur là, venir faire du sport. Tous les matins. Tous les matins. Ils faisaient du footing. Alors, imaginez-vous, c'était... souvent, lorsque je repense à ça, je me dis, mon vieux, les époques ont changé. Hein, alors, donc, voilà, ça, je retiens de ça de lui. Et également, sa stature, bon, on était... vous savez, un jeune, lorsqu'il voit quelqu'un en tenue militaire aussi, ça fait quelque chose, quoi. Mais je ne l'ai pas trop connu, parce que, voilà, il est parti très tôt. Trop tôt. Voilà. D'accord, que son âme repose en paix. Amin, amin. C'est une référence, hein, dans le milieu militaire malien. On ne peut pas parler aujourd'hui de l'armée malienne, hein, sans faire référence à votre papa, le général Abdoulaye Soumaré. Déjà, maintenant, parlons de diplomatie. La diplomatie, c'est un terme qu'on entend très souvent. Est-ce que vous pouvez, pour les téléspectateurs, hein, non avertis tout de suite, nous dire, hein, alors, c'est quoi la diplomatie? La diplomatie, c'est un moyen par lequel, un moyen avec du matériel, c'est des ambassadeurs, c'est un moyen, c'est les affaires étrangères, c'est tout l'ensemble des diplomates, par lequel le chef de l'État qui a décidé, en fonction des données stratégiques du moment, de définir sa politique étrangère est exécuté par la diplomatie. Autrement dit, la diplomatie, c'est l'instrument par lequel le choix de la politique étrangère défini par le chef de l'État, en fonction de l'analyse des relations internationales, du concert des nations qu'il a, se fait exécuter par les ambassadeurs, par les conseillers, même par des consuls. Et maintenant, les consuls généraux ont rang également d'excellence et des chefs de mission diplomatique. Donc, c'est la mise en mouvement des options géostratégiques, géopolitiques, décidées par le chef suprême des relations internationales, qui est le président de la République. Donc, voilà à peu près. Alors, donc, vous avez l'ambassade, vous avez donc des conseillers des affaires étrangères qui sont là en fonction
de leur inclination en formation, ça peut être des économistes, ça peut être des juristes, font les analyses pour mettre en œuvre, en mouvement, le choix stratégique défini par le président de la République. Le ministre des Affaires étrangères le transmet à son équipe qui est l'ensemble des diplomates et nous le mettons en œuvre en l'enrichissant de temps en temps parce qu'un ambassadeur n'est pas censé passer son temps, contrairement à ce qu'on croit, à faire des ronds de jambes dans des réceptions. Un ambassadeur est fait aussi pour alerter, pour s'informer, pour orienter et pour saisir des opportunités, voire, et ça, lorsque c'est exceptionnel, lorsque des États sont en conflit, se mettre à trouver des solutions afin de rendre la situation moins dramatique. Rendre la situation moins dramatique. Déjà, avant de parler peut-être de posture hein, du diplomate, est-ce qu'il y a peut-être des prédispositions déjà pour rentrer dans ce métier, par exemple? C'est dans ton métier aussi qu'il y a des prédispositions, par exemple. Oui, quand même, moi je conseille, d'abord c'est ouvert, hein, tout le monde peut y faire, mais il faut faire preuve de beaucoup de subtilité. Chose malheureusement qu'on n'a pas, hein, que je n'ai pas d'ailleurs. Faire preuve de subtilité, avoir le sens du recul, avoir la capacité de l'analyse froide, éviter les émotions. C'est les émotions qui sont le fruit de la guerre. Et avoir cette capacité d'anticipation. C'est-à-dire que être dans un pays, savoir les opportunités que le pays peut nous donner, et créer des opportunités pour renforcer les données que tu as analysées, que tu as transmises à ton département, mais dont tu es sûr qu'il est possible d'ouvrir d'autres champs de coopération entre nos deux pays. Donc, la disposition, et puis être, j'allais dire, un peu... il faut avoir une mentalité, pas de politesse... froide, mais disons, il faut avoir une certaine tenue, parce que vous représentez votre pays, le Mali, et au travers vous, c'est le Mali qu'on voit. Donc, il faut avoir cette capacité d'avoir une vie saine. Bon, on ne va pas faire de la morale, mais c'est très important, parce que lorsqu'on représente son pays, on représente son pays. Et ça, c'est un grand honneur. Il faut mériter cet honneur. Oui, quelles sont déjà, quelle doit être l'attitude, ou déjà vous parlez de l'attitude hein, du diplomate, par exemple, la posture. Sa posture, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit toujours, qu'il ait un esprit alerte, qu'il soit correct, qu'il soit, j'allais dire, le sens du contact humain, parce que si vous voulez faire parler quelqu'un, il faut que vous ayez l'habitude de sourire, pas trop sourire, mais il faut quand même sourire. Il faut avoir aussi la capacité d'écoute. Ça, c'est très important. Si vous voulez connaître ce que l'autre a, faites en sorte qu'il puisse vous parler, mais surtout faites en sorte de bien écouter ce qu'il vous dit. Donc, la posture, c'est une posture à la fois passive lorsqu'on reçoit et active pour provoquer des situations qui nous permettent d'améliorer notre travail. Oui, maintenant, quelles sont les erreurs que un diplomate Alors, vous savez que d'ailleurs la vie des diplomates est un peu encadrée par la Convention de Vienne, qui a été signée le 21 mai 1969 et qui vous dit, bon, il y a des attitudes, vous avez l'humilité diplomatique dans le cadre de votre travail, etc. Et cette immunité ne peut être levée que par votre pays. Autrement dit, qu'un ambassadeur, bon, ça n'arrive pas chez nous au Mali, on a de bons diplomates, mais disons, on prend un exemple, un ambassadeur a eu une attitude inappropriée,
hein, donc on ne rentre pas dans les détails. Alors dans ce cas, le pays d'accueil saisit votre ministre des Affaires étrangères, le département, pour demander la permission, pour demander à votre pays de lever votre immunité diplomatique. Parce que actuellement, avec les histoires de terrorisme et tout ça, l'immunité diplomatique, ce n'est plus comme avant. Hein. C'est assez, voilà. Alors donc ça, c'est très important parce qu'encore c'est le reflet de l'image de votre pays. Okay. Donc c'est très important d'avoir une attitude correcte, respecter les lois et les règlements du pays d'accueil. Ça, c'est le principe que tout diplomate. Oui. Vous avez été conseiller diplomatique pendant très longtemps, hein, avec différents présidents, 3 présidents. Déjà, est-ce que des anecdotes vous reviennent tout de suite? Ah oui, il y en a, mais... des situations où vous êtes arrivé à concilier peut-être des positions, ou parce que vous ne dites pas tout, hein, peut-être. Voilà. Souvent, c'est dans les coulisses que ça se gère. Voilà, c'est dans les coulisses, et comme c'est dans les coulisses, en général, on n'en parle pas. Mais c'est sûr qu'il y a des situations où vous pouvez être amené à vivre des situations assez sensibles, que ce soit lors des visites officielles, ou soit lors des audiences, ou autre chose. Oui. Sous nos cieux, la carrière ou l'avenir d'un diplomate, ça dépend juste de l'humeur du chef de l'État ou peut-être du chef de la diplomatie, ou comment ça se passe, ou bien sur la compétence par exemple? Alors, c'est ça, c'est-à-dire que vous avez entendu parler un peu de... les diplomates souhaiteraient avoir ce qu'on appelle un statut pour avoir un mail et pour le plan de carrière, mais qui existe un peu quand même d'une certaine façon. Mais un diplomate qui travaille convenablement, qui a de l'expérience et tout, normalement doit être en position de pouvoir travailler pour son pays dans telle ou telle représentation internationale. Hein. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Alors, mais vous savez que le poste d'ambassadeur, c'est à la discrétion du chef de l'État. Hein. C'est sur proposition certainement du ministre des Affaires étrangères, mais en général, parce que l'ambassadeur, c'est le représentant personnel du chef de l'État dans le pays d'accueil. Pour ça, vous avez le drapeau et tout ça. Alors donc, il y a ça. Maintenant, vous avez la carrière des conseillers. Ça, c'est géré par le département. Il y a une direction du personnel et c'est géré. Okay. Voilà. Donc maintenant, est-ce que le Mali a une politique, faisons un peu d'histoire aujourd'hui, est-ce qu'on a une politique diplomatique, une politique étrangère par exemple? Oui, alors... Et quels sont les grands axes? Les grands axes. Alors, vous savez, Modibo, nous vivons, il faut bien le comprendre, toujours dans la dynamique des orientations que le président Modibo Keïta a fait lors d'une conférence qu'il a organisée le 21 mai 1963, quelques jours avant le 25 mai 1963 pour aller à Addis Abeba, où il a, disons, synthétisé sa conception au niveau de la diplomatie. Donc, le non-aliment, le bon voisinage. Alors, donc ça, c'est quelque chose de très important parce que vous allez voir que, quels que soient les régimes que nous avons connus, et même que nous connaissons, cette dynamique continue. Le Mali reste à une diplomatie par rapport à certains pays de la sous-région assez libre, quoi, dirions-nous. C'est vrai que les premières années, on avait des relations assez poussées avec ce qu'on appelle le bloc de l'Est, mais c'était moins par choix volontaire que par choix stratégique. Ce n'était pas un choix politique au sens politique du terme, mais c'était un choix stratégique parce que vous n'êtes pas sans savoir la manière dont on a eu nos relations avec la France suite à l'éclatement de la Fédération du Mali. Donc il fallait bien se retourner d'ailleurs, et également des positions que nous avons eues. Et le Mali, au niveau de la décolonisation par exemple, on peut même dire que notre armée, que vous avez fait allusion à la création de notre armée qui est créée le 1er octobre 1960, il est créé parce que le 20 septembre 1960,
En République soudanaise, le président Modibo prend attache avec le consul général de France qui est là, qui était Ferdinand Wibo, pour lui dire, bon maintenant, vous allez, vos bases militaires là qui sont un peu vers le nord, Noro, etc., vous allez vous désengager de là-bas, parce qu'on avait peur, Modibo ne voulait pas que l'armée française, comme il y avait la guerre d'Algérie, continue à attaquer un peu de ce côté l'Algérie. Et le départ de ces forces françaises coïncidait avec le 1er octobre 1960. Voilà pourquoi il y a eu la création de l'armée malienne le 1er octobre. Donc du 20 septembre 1960, c'est la République du Soudan, parce qu'on n'est pas indépendant, on est indépendant le 22. Donc du 20 septembre 1960 jusqu'au 1er octobre 1960, mais là on est indépendant parce qu'il y a eu le 22 septembre, les Français finissent de dégager les bases de ce côté-là, Nioro, etc. Il restera juste Kati, Gao, Tessali, et puis la base de Bamako. Et ça, maintenant, ça va être à partir du 20 janvier 1961. Donc, notre diplomatie, puisque l'acte fondateur, disons l'acte symbolique, pas fondateur, l'acte symbolique est un acte diplomatique, et en même temps militaire, parce que le discours du 20 janvier 1961, c'est diplomatique, puisqu'on convoque les ambassadeurs, y compris l'ambassadeur de France, et le président Modibo leur délivre un message. Donc, le nœud de notre politique étrangère, je crois que quels que soient les régimes, à quelques variances, cette dynamique de non-alignement, cette dynamique de souveraineté, cette dynamique du bon voisinage et puis d'une collaboration diplomatique éclatée, parce que contrairement à ce qu'on croit, on avait les Russes, on avait de bonnes relations avec la Russie depuis janvier 1961, ensuite avec la Chine en octobre 61, alors que ces deux pays-là étaient en concurrence, vous savez, c'était pas très beau. Hein. En 1964, la Chine fait sa bombe atomique, mais les Russes et les Soviétiques n'ont jamais voulu de ça. Bon, on a vécu tout ça, mais ça ne nous a pas empêché aussi d'avoir des relations même avec quelques pays occidentaux. Hein. Les tenues de l'armée malienne, les premières tenues de l'armée malienne, c'est des tenues américaines, c'est l'armée américaine. Hein. Mon papa, là, les tenues qu'il portait là, jusqu'à cette période-là. Donc, notre diplomatie a été une diplomatie dynamique, mouvante, mais toujours conduite par le respect de notre souveraineté nationale, par notre non-alignement au niveau international et par le sens des relations de bon voisinage avec la plupart des pays qui nous entouraient. Et ça, c'est parce que au niveau du bon voisinage, vous savez, nos relations avec la Mauritanie, avec le Sénégal, c'est vraiment en 63 que tout ça va se Ok, donc avant de parler maintenant, vous avez parlé un peu, vous avez rappelé un peu le contexte, hein, l'histoire diplomatique malienne sous Modibo, la politique étrangère sous la première réplique. Certainement qu'on va parler maintenant de la transition. Un coup, on va parler un peu de cette diplomatie, hein, on va l'interroger avec vous. Mais déjà, au niveau de l'OIA d'abord, hein, l'Organisation de l'Unité africaine, devenue après l'Union africaine, hein, il y avait aussi une politique diplomatique. Est-ce que vous pouvez aussi... Oui. Alors ça, vous faites très bien de poser cette question, parce qu'en réalité, d'abord l'OIA, vous savez, il y avait d'abord le groupe de Casablanca et le groupe de Monrovia. Hein. Nous, c'est le groupe de Casablanca qui se réunit le 2 janvier 1961. Hein, et on fait venir d'ailleurs l'Algérie, c'est nous qui avons le gouvernement provisoire, c'est le Mali, Modibo Keïta. Et donc qui prépare donc la conférence de la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Ici, c'est des panafricanistes certains. Bon, malheureusement ou heureusement, l'intangibilité des frontières sera le principe cardinal de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, qui sera célébrée d'ailleurs en 1964. Alors, donc, en 1963, c'est la rédaction même des statuts
et des orientations de l'Organisation de l'Unité africaine a été faite par le Mali, principalement par le président Modibo Keïta. Il a été désigné par ses pairs, le Négus, Haïlé Sélassié et puis d'autres, pour faire ça, en présence même de certains responsables du groupe de Monrovia, dont Tolbert, William Tolbert, qui on n'en a jamais vu quelque chose de gênant. Donc, à ce niveau-là, et ensuite, nous avons animé le comité de la décolonisation. C'est comme ça qu'après le séminaire de l'armée de 63, du 5 octobre 1963, nous allons envoyer plein d'officiers au Mozambique, un peu en Afrique du Sud, tout ça, pour lutter contre soit le colonialisme portugais, soit contre l'apartheid, etc. Et puis on a des valeureux officiers qui sont partis, Moussa Traoré, Yoro Diakité, Bakary Traoré, bon, je ne vais pas vous faire tout. Mais donc ça, c'est important. Et ensuite, nous avons joué un grand rôle avec l'Union africaine, puisque l'Union africaine, il y a eu d'abord la déclaration de Sirte en 1999, en juillet 1999, mais celui qui va animer ça et qui va le penser, c'est notre ancien président, Alpha Konaré. Donc le Mali a produit comme ça, au niveau international et surtout au niveau africain, des personnalités qui ont su donner le là à l'Afrique, qui ont su bâtir la visibilité et le discours de l'Afrique. Donc ça, c'est un héritage que nous avons et que tout diplomate malien doit avoir dans l'esprit. Okay. Donc ça veut dire que la voix du Mali a été attendue. Toujours attendue. Ah oui. La voix du Mali, vous savez... Attendue et entendue. Et oui, attendue et attendue. Puis on avait des grands ministres, je ne vais pas en citer, ça va, mais bon, je ne peux pas ne pas parler de Ousmane Ba, Barema Boko, mais ça je ne peux pas, c'est notre histoire. Je ne peux pas non plus oublier Blandin Bey. Alors on avait aussi de grandes personnalités, puis il y en avait d'autres. Alors, et c'est ça qui fait que notre voix avait et a toujours une portée. Vous savez, lorsqu'on parle du Mali, dans une certaine période où c'était un peu difficile, les gens qui parlaient du Mali, ils parlaient du Mali parce qu'ils savaient l'apport que ce Mali faisait. Et il n'y a pas un régime de chef d'État malien, que ce soit sous ATT, par exemple, il y a eu de grandes conquêtes. D'abord, lui-même, il a pacifié un peu le Centrafrique. On aurait pu le perdre. Il aurait pu être président du Centrafrique. Mais il a joué un grand rôle aussi au niveau de sahélo-sahélien, comme je vous l'ai dit tantôt. Donc, cette voix, et je crois qu'on aurait gagné à écouter Amadou Toumani Touré, on aurait pris beaucoup d'avance. Parce qu'actuellement, on a concilié la lutte militaire avec le développement, chose qu'il avait dit depuis. Voilà. Donc voilà il l'avait dit, et il était pratiquement, il criait seul à un moment. Vraiment, voilà, vraiment. Il a vraiment appelé ça de tous ses voeux. Exact. Voilà, il disait que la menace était globale, donc il fallait une réponse globale. Il l'avait dit depuis 2011. Très bien. Et l'histoire a fini par lui donner raison. Donc on va avancer, Excellence, on va avancer. Maintenant, parlons de la diplomatie sous cette transition, regard de diplomate. Alors, vous savez, il y a une chose qu'il faut toujours avoir à l'esprit, comme je l'ai dit au début. Le diplomate ne fait que mettre en musique les options qui ont été définies et arrêtées par les autorités les plus hautes placées. En l'occurrence, le président de la République. Donc, ne soyez pas étonnés de voir un jour un diplomate avoir telle attitude et demain avoir une autre attitude. C'est l'État qui commande ça, c'est ça. Mais en regardant un peu notre environnement géopolitique, c'est clair que là, ce n'est plus l'ancien ambassadeur, enfin c'est l'ancien ambassadeur qui parle là, puisque je n'ai pas de lien avec le département, donc ma parole peut être libre à ce niveau-là. C'est très important que tout choix en matière de diplomatie soit
toujours en fonction d'abord des intérêts de notre pays, ça c'est une évidence, et également de notre environnement géopolitique à la fois immédiat et lointain. Parce que tout acte qu'on pose sur la scène internationale peut avoir des répercussions, ou alors c'est un message que nous donnons au concert des nations, à la communauté internationale. Alors c'est très important dans une période de transition, par exemple, si on définit que notre transition a pour mission de stabiliser le pays, la diplomatie aura pour mission de trouver les instruments qui nous permettent, les contacts qui nous permettent de remplir cette mission à bon escient. Alors, c'est pour ça que le plus important, ce n'est pas tellement l'action du diplomate, le plus important, c'est la réflexion qui a été arrêtée et qui fait mouvoir le diplomate. Alors c'est pour ça que c'est très important qu'il y ait des conférences des ambassadeurs. Dans une période de transition comme ça, il serait bon qu'une conférence des ambassadeurs ait lieu pour que les gens encore puissent, les diplomates encore ils sont très flexibles, vous avez des gens professionnels très chevronnés à la tête de nos départements, mais qu'ils puissent, en fonction des données du moment, avoir une autre approche diplomatique. Chaque année est une année du point de vue des relations internationales, du point de vue de la géostratégie, une année nouvelle, avec ses défis, ses obstacles et ses espoirs. Donc, il est important, à mon sens, qu'il y ait d'abord qu'on sente une doctrine à ce niveau-là et qu'on puisse mettre en œuvre ce qui se fait de toute façon d'une certaine manière, mais qu'on puisse peut-être le formaliser beaucoup plus et que, bon, c'est vrai qu'il y a souvent des problèmes de moyens, mais on peut le faire par zone. Il y a la zone Europe, il y a la zone, vous savez, lorsque vous allez au département des affaires étrangères, vous avez différentes zones. On peut prendre par exemple, c'est en fonction des données de notre moment et des liens que nous avons de sanctions que nous contestons, qu'on ne peut pas quand même retrouver dans les textes aussi bien de la CEDEAO que de l'UMOA, bon, qu'on puisse définir. Il faudrait, alors c'est ça, je crois quand même que c'est important, je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que je sais que les gens y pensent, mais peut-être qu'il faudrait avancer beaucoup plus vers ça, et c'est très important. Bon, et il n'est jamais trop tard. Oui, pour vous, est-ce qu'il faut une diplomatie de rupture ou une diplomatie de réalisme? Alors, vous savez... Mais il faut faire le mélange. Bon, vous savez, moi, d'abord la diplomatie, un diplomate qui vous dit non n'est pas un diplomate. Vous pouvez pas faire... Qui est fermé. Ah, lorsque vous êtes fermé, vous n'êtes plus diplomate. Lorsque vous dites oui, c'est peut-être. Lorsque vous dites peut-être, c'est non. Mais non, là, vous n'êtes pas diplomate. Donc, je crois que le plus important... Donc, quand on dit peut-être, ça veut dire que ça peut être non. Voilà, c'est ça. Si vous dites peut-être, c'est non. Mais vous ne dites pas non. Un diplomate, et puis c'est la négociation. Je crois que il y a des dynamiques qui s'enclenchent. Je crois que on va en parler. Il y a des dynamiques qui s'enclenchent. Et ça, c'est très important. Et c'est très important. Oui, parlons maintenant de la crise sécuritaire avec le départ des troupes militaires françaises. Il y a aussi le départ, le retrait du Mali du G5 Sahel. Quelles conséquences? Comment vous avez suivi ces deux actualités? Alors, vous savez, d'abord, ce qui est important de comprendre au niveau du G5 Sahel, c'est que s'il y a G5 Sahel, c'est parce qu'il y a crise au Mali. Il n'y aurait pas crise au Mali, il y aurait peut-être G5 Sahel, mais je ne sais pas si ce serait ce genre de G5 Sahel. Mais également, il y a autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous vous réunissez et que vous définissez une stratégie,
Je crois que le plus important maintenant pour nous, les pays africains, c'est que cette stratégie soit pensée. On dit qu'on est pauvre, on n'est jamais pauvre. Oui. Soutenue par nous-mêmes. Parce que quelle que soit la puissance avec laquelle vous cheminez, cette puissance est toujours mue par ses intérêts. Alors, il y a des coïncidences d'intérêts pour une période donnée, il faut l'exploiter, il faut l'utiliser, mais il ne faut pas s'en remettre un peu trop à la puissance extérieure qui vient pour des objectifs bassement d'intérêt. Et c'est normal. Alors, maintenant, le G5 Sahel, pour rentrer maintenant dans le vif du sujet, c'est que vous savez que ce genre d'organisation, la présidence est tournante, oui. Les responsabilités sont tournantes. Oui. Alors, et il n'y a pas dans les accords, et je crois que c'est ça qui a peut-être un peu posé problème pour nous qui ne le comprenons pas, d'accord qui qualifie le régime. On ne dit pas, par exemple, tel pays, s'il porte une couleur noire, il n'a pas le droit à être président Alors, il n'y avait pas ça. Alors, je crois que... Et également, il y avait une volonté peut-être de vouloir prendre les rênes des choses sans peut-être en mesurer les conséquences. Et je crois que c'est ça qui a manqué. Moi, j'ai assisté à la mise en place du G5 Sahel à Nouakchott, puisque j'étais conseiller diplomatique. Et en février 2014, j'étais là à Nouakchott et c'était véritablement pour lutter contre le terrorisme. Mais ce n'est pas seulement ça, hein. Il y a aussi un volet développement. Et on confond souvent, en fait, c'est la force conjointe qui viendra après, qui viendra un peu plus tard, en 2017, ici même à Bamako, qui devait, avec les différents fuseaux, le fuseau Est, fuseau Ouest, etc., faire le travail, quoi. Okay. Hein? Donc, voilà à peu près. Mais je crois que le G5 Sahel, à l'heure actuelle, il y avait cette possibilité peut-être d'endogéniser un peu plus les réponses que nous apportons à ce phénomène de groupe armé que nous vivons. Ok, donc la relation nationale que nous allons, c'est le dernier virage. On va maintenant entamer la rubrique questions directes. Avec votre permission, la permission de la réalisation, rubrique questions directes. Bonsoir, Monsieur Soumaré. Actuellement, le Mali n'a pas d'ambassadeur sur le sol français et vice-versa. Qu'est-ce que cela peut avoir comme entrave dans la conduite des affaires bilatérales? Oui, bonsoir, Joliba TV News. Moi, c'est Moustapha Guindo. Ma question est la suivante. Est-ce que la diplomatie malienne actuelle, pratiquée par nos autorités au pouvoir, surtout par Abdel Diop, sera-t-elle la meilleure pour faire sortir le Mali de toutes ces crises? Merci beaucoup. Bonsoir à votre cher invité, c'est Cheikh Fantamari Kounaré. Ma question est de savoir quelle figure diplomatique est en train de dessiner par cette transition. Est-ce le pouvoir à venir pourra vraiment exploiter comme il se doit la diplomatie que nous avons laissée nos pouvoirs précédents? Merci. Bonsoir M. Soumaré, bonsoir à tous les téléspectateurs de Joliba TV News. Ces derniers mois, nous avons vu que la tension diplomatique entre la France et le Mali était presque à son comble. Ce qui est arrivé entre les deux pays est, on peut dire, inédit en matière de relations entre la France et un de ses anciens pays colonisés. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut se permettre de dire que cette brouille diplomatique entre la France et le Mali constitue un tournant historique en matière des relations
entre la France et de ses ex-colonies en Afrique. Est-ce que cela peut constituer un tournant qui peut inspirer d'autres pays dans la sous-région, c'est-à-dire dans l'Afrique francophone? Merci. Bonjour Djeliba TV News. En matière de relations diplomatiques, que pensez-vous de l'assassinat de Jamal Khashoggi qui a eu lieu le 2 octobre 2018 au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, en Turquie? Oui, c'était là les questions directes des téléspectateurs. Je pense que c'est des questions faciles, hein, Excellence. Ah oui, et puis oui, c'est des gens qui ont l'air d'être intéressés sur le sujet. On peut commencer par Jamal déjà, hein, voilà, de l'assassinat de Jamal. Voilà, et puis surtout que j'étais en poste en ce moment. Alors là, vous savez, là, on risque de parler, ça peut faire l'objet d'une autre émission, sur la différence entre les wahhabites et les frères musulmans. Et c'est très, 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 très important de bien comprendre que Jamal était considéré comme un activiste frère musulman. Et c'est pour ça qu'il était vraiment soutenu par la Turquie. Hein. Erdogan a tout fait pour qu'on puisse aboutir à des enquêtes pour savoir exactement ce qui s'est passé. Alors, donc, c'est un conflit également au niveau de la famille royale, hein, qui est sorti et qui a fait ce qui s'est passé. Surtout qu'il avait comme une épouse une Turque, et les Turcs sont très solidaires. Et je crois que c'est une période aussi où la Turquie et le Qatar étaient pas en conflit larvé avec l'Arabie Saoudite. C'est une période assez spéciale cette situation s'est malheureusement produite dans une période où il y avait des tensions, des rivalités géopolitiques entre le Qatar et la Turquie d'une part, par rapport à l'Arabie Saoudite et les pays des Émirats Arabes Unis, les pays du Golfe. D'accord. Voilà. Oui, le Mali n'a pas d'ambassadeur en France. Ah, oui, c'était ça la question. Voilà, c'est la première question. Il demande quel alors, lorsqu'il n'y a pas d'ambassadeur, il y a toujours ce qu'on appelle un chargé d'affaires. Donc, le chargé d'affaires est là, il fait fonction, il a le titre d'ambassadeur, il fait fonction d'ambassadeur, et il fait passer les affaires courantes en attendant la venue d'un nouvel ambassadeur. Mais nous, je crois que nous avons désigné déjà un ambassadeur du Mali pour la France. Je crois qu'il a été nommé. Bon, il reste à présenter ses lettres de créance. Voilà. Mais il y a toujours un chargé d'affaires à l'ambassade du Mali à Paris. Et il y a un chargé d'affaires qui est ici, de français, qui est venu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. C'est le spectateur qui demande de vous prononcer un peu sur cette diplomatie menée, conduite sous le leadership de Abdoulaye Diop. Oui, alors, comme je vous dis, Abdoulaye Diop, d'abord, ce n'est pas la première fois qu'il est ministre des Affaires étrangères. Hein. Puis il a été conseiller diplomatique lui aussi. Donc, bon, alors, le ministre des Affaires étrangères, selon les données du moment et les orientations du président Assimi Goïta, applique une politique qui correspond aux options qu'on lui a fixées. Maintenant, c'est ces options-là qu'il met en œuvre au nom du Mali, puisqu'il est le ministre des Affaires étrangères, il est la vitrine. Donc, alors, c'est dans ce cadre-là qu'il a été ministre des Affaires étrangères de Ibeka. C'était un peu une autre logique. Encore que, si vous regardez bien, c'est pas aussi simple que ça. C'est beaucoup plus compliqué. Le monde diplomatique est assez complexe. Hein, voilà. Donc je crois que voilà, et j'ai eu le plaisir de travailler avec lui.
Donc, c'est un diplomate de carrière, ça, il n'y a rien à faire là-dessus. Ok. Cheikh Fanta Konari, hein, je pense bien prononcer le nom, hein, il dit cette ligne diplomatique malienne entamée sous la transition, est-ce que ça va continuer ou un autre régime peut le remettre en cause, si j'ai bien compris sa question? Bon, en réalité, ce qui se passe actuellement, c'est que nous vivons sous une période de sanctions. Lorsqu'un pays est mis comme ça sous un régime de sanctions, non seulement c'est pas bien, oui. Et du point de vue même sécuritaire, c'est dangereux. Pas seulement pour le Mali, oui. Mais pour les pays qui nous entourent, en dehors même du fait que le commerce va être ralenti. Alors, dans ce cadre-là, l'action diplomatique consiste tout simplement à faire en sorte de trouver les voies et moyens pour se sortir de là. Oui. Et je crois que il y a le prochain sommet de la... On va en parler. Ah, d'accord. On va en parler. Oui. D'accord. Déjà, le dernier téléspectateur hein, qui appelait parlait de la tension, de la vive tension entre le Mali et la France. Et puis, il parle aussi de tournant historique diplomatique. Il demande est-ce que ces tournants historiques diplomatiques du Mali peut inspirer hein, d'autres pays africains? Alors, il me rappelle... une des citations du président Modibo Keïta qu'il a tenue au stade Mamadou Konaté le 28 juillet 1964. Alors, il disait ceci, que le Mali est un pays central. Toutes les idées que le Mali aura seront propagées comme des rayons de soleil dans les autres pays. Ça, c'est Modibo Keïta qui l'a dit lors d'un meeting ici au stade de Mamadou Konaté le 30 juillet 1964. Alors, 1962. Alors, ça, c'est très important. C'est vrai qu'il y a une firme panafricaniste auquel moi je crois, qui est en train de faire une sorte de résurgence. Parce qu'elle a existé au Mali. C'est une des non-constantes. Et cette résurgence peut-être fait en sorte que notre pays, au niveau de la jeunesse africaine en tous les cas, plus de 80% de la population quand même, est très sensible à cette image-là. Alors peut-être que nos diplomaties auraient intérêt sur ce plan-là à travailler ce volet-là. Parce que ça peut être un levier extraordinaire. Oui. Un levier d'abord que nous connaissons, que nous avons eu l'habitude de pratiquer depuis 1960, oui. Même sous la Fédération du Mali, et qui nous caractérise. Voilà, donc je suis tout à fait d'accord avec lui sur l'influence, parce qu'on est dans la période maintenant des influences. Hein. Oui. Maintenant, le soft power est en relations internationales, en diplomatie. Un diplomate aussi doit savoir maintenant utiliser les armes de la communication. Hein, l'information, le soft power, l'influence. Vous avez vu ici, chaque pays, les grands empires qui commencent à se reconstituer, je veux parler de la géopolitique de la Chine, de la Turquie, Russie, même dans nos pays, ils créent des activités culturelles, éducatives. C'est le soft power. Oui. Nous aussi, nous sommes héritiers quand même d'une grande histoire. Oui, voilà. Parlons maintenant du sommet, hein, le sommet de la CEDEAO, double sommet, hein, on parle même de double sommet extraordinaire hein, de la CEDEAO et de l'UEMOA. Ce samedi à Accra, certainement pour parler du Mali, la Guinée et puis du Burkina. Mais on parle hein, de possibles levées de sanctions en ce qui concerne le Mali. Qu'il plaise à Dieu que ça se fasse, parce que d'abord... Comment ça va se passer? Est-ce que ça serait graduel, ça serait progressif? Bon, moi je souhaite véritablement, et puis c'est même la sous-région, tous les peuples de la sous-région souhaitent que l'embargo, d'abord c'est une hérésie, dans la mesure où la CEDEAO, vous
trouverez pas d'article ou de texte là-dessus. Alors, et puis surtout que c'est fait pour renforcer les liens. Déjà, notre commerce est très faible entre nous. Hein. On est, le commerce entre nous, les pays, les membres de la CEDEAO, on est tous tournés vers l'Europe, là, ou vers les États-Unis. Alors, si en plus il y a ces sanctions-là, déjà, c'est stratégiquement pas très intelligent et ça ne correspond pas du tout aux liens de solidarité qui habitent les peuples. Alors, donc, moi, je souhaite que ça soit enlevé. Je souhaite, puisqu'il y a des entames de négociations qui sont probablement en train d'être faites, vous savez, il y a la diplomatie secrète qui existe. Alors, le Mali a sollicité le président du Togo, qui est en train de travailler dessus. Je crois que le président de l'Union africaine également a manifesté quelques bonnes dispositions à écouter. Alors, je souhaiterais, et je sais que la population malienne, quel que soit le bord politique, idéologique, confessionnel, le souhaite également, qu'on puisse sortir le plus rapidement de cette situation-là et qu'on puisse fêter la Tabaski, machallah, dans de bonnes conditions. Voilà. Dans de bonnes conditions, on l'espère vivement. On va écouter, tous les regards seront braqués sur Accra le samedi. Et pour certainement des très bonnes nouvelles pour le Mali, pour l'avenir de la transition, pour l'avenir du Mali. Déjà, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, 1 heure, ça va vite. Excellence, on a posé une question au début, quelle diplomatie pour le Mali? La diplomatie à la mesure de ses ambitions, à la mesure de ses compétences, à la mesure des données du moment, et surtout à la mesure de sa volonté de vouloir s'affirmer dans le concert des nations. Dès qu'on aura défini ça, on aura une diplomatie qu'on a déjà, mais sans mythifier le passé et sans mystifier le réel, nous avons quand même un héritage. Il suffit juste de l'enrichir, il suffit juste de l'adapter aux données du moment, et hop, faire notre envol, mais un véritable envol, un envol diplomatique d'influence au niveau de la région, sous-région, au niveau du continent et même au niveau du monde. La culture du pays est une arme atomique en matière de soft power, puisque cette culture-là, nous la retrouvons presque dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et on peut même aller un peu plus loin. Juste avec ça, on peut faire beaucoup de choses. Alors, et également la conception que nous avons de l'Afrique, que les pères fondateurs ont eue de cette Afrique-là, nous donne cette crédibilité. Alors, à nous de le préserver, de l'enrichir, de le garder jalousement, de maintenir la cohésion entre nous et d'avancer dans le sens du partage de la vision commune et dans le sens surtout de la tolérance, parce que c'est ça qui nous caractérise. Donc la diplomatie, c'est tout ça. C'est à la fois une attitude, une visée, une vision et la capacité de saisir des opportunités et les transformer en richesse. Voilà. Merci, Excellence Ibrahim Soumaré. Merci. C'est un plaisir le plaisir est partagé. Avec vous. Notre thème était quelle diplomatie pour le Mali. Nous recevions Ibrahim Soumaré, ancien ambassadeur du Mali en Turquie. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de votre fidélité toujours renouvelée au programme de Yoliba TV News. Vous pouvez retrouver cette émission demain à 10h et le dimanche à 22h. Au revoir et à jeudi prochain pour un autre numéro de votre émission en toute liberté. Au revoir.
en toute liberté.